Bonjour à tous, bienvenue à ces rendez-vous du Congrès consacrés cette fois-ci à la gestion de l'eau au cœur du bien-être des populations. Un tout petit mot sur l'organisation de cette soirée. D'abord, je salue évidemment le public présent, mais aussi les personnes qui nous suivent sans doute sur le Facebook Live, puisque quand l'invitation a été lancée, il y avait encore des contraintes sanitaires qui faisaient que tout le monde ne pouvait pas forcément venir. Voilà, depuis les contraintes ont été levées, mais il y a sans doute des gens qui suivent aussi sur Facebook Live du Congrès. Donc cette soirée va s'articuler comme pour tous les rendez-vous du Congrès en deux parties. On va entendre d'abord les deux intervenants qui vont faire leurs exposés. On les présentera dans un instant. Et puis ensuite, vous aurez la parole pour échanger avec eux, poser vos questions sur ce que vous aurez entendu et sur les sujets qui vous préoccupent. Mais évidemment, d'abord, cette soirée va être ouverte par Isabelle Caloy, qui est conseillère au Congrès et à qui je cède la parole. Merci de me donner la parole. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hémicycle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de lire un petit mot d'accueil au nom du président, M. Roch Wamitan, le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Alors, bonsoir aux Calédoniens qui ont pris le temps de venir nous rejoindre ce soir au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je salue également celles et ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux YouTube et Facebook. Bienvenue au sein de l'hémicycle du Congrès. C'est à moi que revient le plaisir d'ouvrir cette soirée débat en ce début d'année 2022. Les rendez-vous du Congrès proposent d'interroger deux personnes ressources sur le thème suivant, la gestion de l'eau au cœur du bien-être des populations. Les changements climatiques perturbent fortement les régimes météorologiques, entraînant des phénomènes climatiques extrêmes, dont les impacts sur les ressources en eau sont très préoccupants. Pénurie d'eau, contamination des approvisionnements en eau, destruction des infrastructures et des installations de traitement de l'eau. Des conséquences sur l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène qui vont encore s'intensifier dans les prochaines années. La semaine de l'eau ouverte par le CRESICA depuis le 22 mars a été l'occasion de mettre en lumière les réalités inquiétantes que nous rencontrons sur le territoire en matière de gestion partagée de la ressource en eau. Face à cela, nous devons être unanimes et se mobiliser collectivement. Nous ne pouvons pas aborder la gestion partagée d'une ressource telle que l'eau sans apprécier les limites de son utilisation au regard du changement climatique, qui plus est lorsqu'il est question des populations du Pacifique. Aujourd'hui, comme tous les autres jours de l'année, plus d'1 million d'Océaniens devront aller prélever de l'eau dans un puits ou un cours d'eau pollué et trouver un lieu à l'abri des regards, cachés dans la végétation ou sur la plage, pour y aménager des toilettes de fortune. D'après le directeur général de la Communauté du Pacifique, CPS, M. Colin Tukuitonga, la situation ne se résume pas à une question de précarité ou d'inconfort. L'absence d'accès à des installations d'assainissement sûres et à une eau de boisson propre représente une menace sérieuse pour la santé, et en particulier celle des enfants, et constitue un frein majeur au développement des pays du Pacifique. L'accès à l'eau potable et à des installations d'assainissement sans danger est un droit fondamental pour l'être humain, que beaucoup tiennent pour acquis. Pourtant, c'est un droit dont sont actuellement privés près de 2/3 des Océaniens, et en particulier dans les zones rurales de Mélanésie, dans les squats se développant aux abords des centres urbains en plein essor et dans des petits atolls. En effet, au regard des inégalités sociales, on constate qu'en 2019, 785 millions de personnes ne disposent
même pas d'un service de base d'alimentation en eau potable. Et 144 millions d'entre elles doivent utiliser des eaux de surface. Selon l'UNICEF et l'OMS, une personne sur 3 n'a pas accès à de l'eau salubre. Au pays, en zone urbaine, la majorité des Calédoniens ont accès à l'eau potable, mais ce n'est pas le cas dans de nombreux secteurs ruraux. Plus de 30% des unités de distribution de l'eau ne présentent pas les capacités de traitement nécessaires. Un Calédonien sur 10 boit de l'eau directement tirée des rivières et se trouve ainsi exposé à des risques sanitaires. 90% des surfaces des périmètres de protection des eaux, les PPE, présentent un état dégradé. Des mesures préventives et correctives sont nécessaires et urgentes pour préserver les ressources. Au total, 12% de la population n'a pas accès à l'eau potable dans le nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie. Datant des années 60, le cadre réglementaire local est quant à lui particulièrement obsolète et nécessaire et nécessite aussi une actualisation au goût du jour. Il y a une nécessité d'adapter ces dispositifs juridiques à notre époque. Il devient plus urgent de mettre en œuvre cette politique de l'eau partagée qui a été votée en 2019. Les acteurs de l'eau du pays se sont fixés des objectifs pour les décennies à venir. Ils sont intégrés dans le schéma d'orientation de la politique de l'eau partagée, PEP, adopté à l'unanimité par le Congrès le 19 mars 2019. Pour son déploiement, une première organisation a aussi été approuvée par le Congrès le 20 février 2019. Les intervenants présents ce soir, que je remercie d'ailleurs, nous apporteront des éclairages sur ces questions. Je vais donc leur laisser la parole pour un premier temps d'exposé de leurs propos et ensuite nous aurons le temps pour les échanges et pour répondre aux questions que vous souhaiterez leur poser. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne conférence. Merci Madame Caloy pour avoir posé le cadre général de cette conférence. Donc avec deux intervenants, on entendra dans un instant Pascal Sawa qui est le maire de Wailou. Mais on va commencer avec Séverine Boire qui est donc chercheuse géographe à l'IAC et qui est aussi responsable du projet Goutte, gestion de l'eau en terre coutumière. Vous avez la parole pour votre exposé. Merci, bonsoir à tous. Donc, je vous propose une présentation des résultats de recherche qu'on mène à l'IAC en partenariat avec le CIRAD, mais également les collègues de l'IRD et de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Plus précisément, un projet de recherche, celui qui s'appelle Goutte, mais je mobiliserai d'autres recherches qu'on a menées un petit peu avant, un petit peu après, donc qui s'intitulait « Gouvernance de l'eau sur les terres coutumières ». Donc, et mon idée, c'est de vous présenter ce projet et les principaux résultats par rapport aux questions qui sont soulevées de comment gérer l'eau pour le bien-être de tous. Donc, comment est-ce qu'on... Hop là, alors, il faut qu'on lance la présentation. Est-ce qu'on... On va lancer la présentation si vous... Donc, je vais avoir une présentation qui va être en plusieurs étapes. Donc, je vais d'abord vous rappeler les origines, présenter un peu pourquoi est-ce qu'on est venu à s'interroger en tant que chercheur en sciences sociales sur la gestion de l'eau sur les terres coutumières, comment est-ce qu'on a travaillé. Et puis après, je vais présenter les principaux résultats en fait qui nous semblent intéressants à mettre dans le débat aujourd'hui. C'est un travail qui a été collectif, vraiment, donc avec tous des collègues et interdisciplinaire en termes de sciences humaines et sociales, avec donc comme moi je suis géographe, mais des anthropologues, sociologues, des linguistes, des juristes également. Donc je vais vous présenter tout ça. Voilà. Donc voilà, une grande équipe avec moi.
Donc on va commencer. Comment est-ce qu'on est venu à travailler sur la gestion de l'eau sur les terres coutumières? C'est parti d'un constat. C'est au début des années 2010, c'est qu'il y avait pas mal de tensions en fait, qui émergeaient, notamment sur les terres coutumières, autour de l'eau. Donc il y a cette carte-là que vous voyez pas forcément en détail, mais en fait, on a identifié en fait, à travers une revue de presse les principaux conflits ou tensions qu'il peut y avoir sur l'eau sur terre coutumière. Il y avait différents sujets autour de l'eau potable, des questions de tarification qui posent problème dans pas mal d'endroits, mais pas partout, des problématiques d'accès à l'eau, donc Madame Caloy en a parlé, des enjeux assez même anciens de pollution, notamment en lien avec la mine, des inondations parfois brutales et dramatiques, je pense notamment à Thio, mais aussi des périodes de pénurie sur des communes, notamment celle du Grand Nord dans la région de Poum, et puis des endroits où l'eau prend une valeur supplémentaire qu'on pourrait qualifier d'eau sacrée. Alors, il y en a des lieux très connus comme Lac Rouën à Canada, mais il y a aussi d'autres endroits à proximité parfois de concessions minières où en fait les populations locales demandent à ce qu'on stoppe l'exploitation minière, qu'il n'y ait pas d'exploitation minière à proximité de certains lacs en haut de montagne de dolines. Donc ça fait l'objet de mobilisations sociales particulières, plus ou moins conflictuelles. Et puis le constat, c'est qu'on a des écarts de régime institutionnel à partir de 2009, donc dans une modification de la loi organique. En fait, le domaine fluvial de la Nouvelle-Calédonie exclut les cours d'eau, lacs et eaux souterraines sur les terres coutumières. Et donc, on a un régime, un écart dans les régimes institutionnels. Et en fait, nous, en tant que chercheurs, ce qui nous a intéressés, c'est de voir que ces éléments-là, en fait, ça fait écho à des enjeux internationaux. C'est-à-dire que les problématiques que rencontre la Nouvelle-Calédonie, eh bien, ça se rencontre ailleurs dans le monde, notamment là où il y a des populations autochtones et où il y a des enjeux autour des droits autochtones pour la propriété et l'accès à l'eau. Alors, je pense notamment à des conflits pour l'accès à l'eau en interconnexion avec des enjeux fonciers, mais également environnementaux. Ça, c'est vrai en particulier en Amérique du Sud, en Bolivie, où il y a des zones avec des exploitations minières importantes. Il y a des enjeux de reconnaissance et d'intégration du sacré et l'intégration des pratiques locales dans les modes de gouvernance. À ce titre-là, en Nouvelle-Zélande, le fleuve Whanganui est devenu une personnalité juridique à part entière qui permettait de reconnaître cet aspect sacré, une relation particulière entre les hommes et la rivière. Et puis, le problème de la gestion des écarts entre les régimes institutionnels, coutumiers et non coutumiers, qui font également l'objet à la fois de recherches et de modifications juridiques au Canada. Et puis, c'est venu aussi dans la suite d'un projet qu'on avait eu, l'IAC et l'IRD, avec une université, donc l'ANU, l'université australienne, où en fait, on avait fait un petit projet comparatif avec d'autres pays du Pacifique, et notamment d'autres, dans le Pacifique, on avait commencé à travailler sur l'approvisionnement en eau potable, particulièrement problématique dans certaines îles du Pacifique. Et l'idée, c'était de produire une recherche qui profite en fait à la société et qui contribue notamment à la dynamique qu'il y avait autour de la mise en place de la mise et de la PEP. Donc, d'éclairer les conditions d'acceptabilité sociale des grands ouvrages hydrauliques. Je pense notamment au barrage de Point-Bout, les barrages hydroélectriques, qui a dans pas mal de communes de la côte Est. L'idée, c'était d'essayer de faciliter la mise en place de dispositifs de concertation autour de l'eau. CGE, ça veut dire comité de gestion de l'eau, par exemple. Des questionnements où pas mal de partenaires, notamment la DAVAR, se posent, et même les communes se posaient la question de mettre en place des référents eau dans les tribus. Comment essayer de faciliter, de développer des outils de sensibilisation adaptés. D'accompagner la mise en place de dispositifs juridiques. Donc là, c'est plutôt mes collègues juristes de l'IRD qui ont été mis à profit. Et puis, d'éclairer aussi les liens eau et mine. Donc voilà, l'idée, c'était de produire une recherche, des connaissances qui intéressent directement les acteurs locaux. Comment est-ce qu'on a travaillé ? L'idée, c'était de se dire, on va étudier l'eau, mais plus que juste de l'eau, avec une approche multidimensionnelle.
C'est-à-dire l'eau, c'est une chose, on le sait, c'est un des 4 éléments, c'est une molécule chimique, H2O. L'eau, c'est aussi composite, c'est-à-dire que c'est l'eau H2O, mais c'est aussi, ça fait référence pour beaucoup de gens à des bactéries qui sont à l'intérieur, que ce soit les scientifiques ou des animaux, quand je pense notamment sur terre coutumière, quand on nous parle des mulets noirs qui sont dans cette eau et qui sont perçus comme des indicateurs potentiellement de qualité de l'eau. C'est une ressource économique, on va penser plutôt à l'eau moderne, qui va être souvent opposée en fait à une eau traditionnelle qui, elle, va être symbolique. On dit dans notre jargon signifiante, et elle est liée à une culture. Au final, c'est une entité matérielle, mobile, qui est fluide et qui, en fait, aujourd'hui, a construit les paysages que l'on voit sur la Grande Terre et sur les îles, et qui est aussi à l'origine d'organisations sociales. Et du coup, c'est pour ça qu'on a utilisé une approche qui s'appelle le cycle hydrosocial. Alors, ça fait un peu gros mot, mais en fait, ça veut dire qu'à chaque fois, sur le terrain, on a étudié le processus par lequel l'eau et les hommes et l'organisation de la société se transforment mutuellement autour de ces aspects à la fois sociaux, l'eau H2O en tant que molécule, en tant que substance biologique, et toutes les technologies et les infrastructures. Comment est-ce qu'on a travaillé ? On est des chercheurs en sciences sociales, et à chaque fois sur nos différents terrains, donc on a essayé de travailler sur les 3 provinces, Yengen, VKP, Tio, Marais et Ponerewa. Et à chaque fois, on a essayé de développer une approche historique et localisée pour comprendre, du coup, ce que je vous disais, les usages de l'eau et leur transformation. On a travaillé avec des enquêtes, on a fait beaucoup d'entretiens, près de 150 entretiens. On a construit des cartographies, on a consulté beaucoup d'archives, les archives territoriales, mais également toutes des archives de la DCK avec les traditions orales pour voir comment est-ce qu'on parle de l'eau dans la langue, dans les langues locales, quels sont les contes et légendes associés à l'eau, pour essayer de reconstruire ces liens entre l'homme et l'eau. Donc, parmi les résultats, il y en a un vraiment important, c'est qu'on a vraiment pu repérer qu'il y avait tout un jeu de continuité et de rupture dans cette gestion de l'eau sur l'ère coutumière. Et ça, sur les aires en terre coutumière, que ce soit à Poya, Yengen, Boyen, Tio et Poum. Première illustration, l'idée, c'est pas de regarder dans le détail, mais c'est de voir qu'en fait, on a des canaux et toute une structuration. En fait, c'est une illustration de l'habitat sur la commune de Nekliaï, juste au début de la colonisation, et où en fait, il y avait une organisation assez complexe avec les gens qui étaient installés le long de la rivière, avec des trous d'eau. Là, c'est écrit TE, vous devez me croire sur parole, mais et avec des réservoirs également où étaient accumulés il y avait des seuils qui étaient créés pour faire des gardes-manger à poissons. Là, c'est des taraudières irriguées. Il y avait l'habitat qui était ici, et puis les billons d'igname en hauteur, des canaux qui avaient été aménagés à la main. Donc ça, c'est pour une vision avant la colonisation. Et puis on a fait ce travail-là, ça c'est à Poya, donc c'est Charline Nekliaï qui a fait ça. Et une autre collègue, Delphine Coulange, a fait ce travail-là sur Yengen, où là c'est plus stylisé. Et en fait, elle a remonté l'usage des cours d'eau et où étaient localisés les habitants le long du cours d'eau entre la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 2000. Et ce qu'on constate, c'est que les gens, ils ont été beaucoup déplacés. Avant, ils avaient juste un petit accès direct. Ils ont été déplacés notamment en lien avec la religion, où l'habitat était organisé, rapproché autour de la mission, par exemple. Et puis après, en fait, l'habitat s'est réorganisé en fait, selon le placement et la construction des réseaux. Au final, quelle que soit la commune qu'on étudie, ce qu'on constate, c'est qu'on a eu des déplacements précoloniaux, coloniaux, il y a eu des révoltes, la colonisation religieuse, des dégâts, parfois miniers. Sur Poya, par exemple, ici, il y a eu des coupures, les canaux ont été totalement obstrués quand on a été en période de boom du nickel et dans les années 60, il n'y avait pas de réglementation environnementale pour contrôler quoi que ce soit. Donc avec des endroits où ça a été assez catastrophique. Une réforme foncière, bref, tout un ensemble de violences infrastructurelles et institutionnelles qui ont modifié
à la fois les paysages, la relation à l'eau, et ont déplacé les populations. Et tout ça, ça constitue tout un ensemble de ruptures, d'événements que les gens ont en héritage et qui sont inscrites aujourd'hui dans le paysage et dans la relation à l'eau. Ensuite, on a essayé de faire je vous propose un petit exercice qui est d'essayer de regarder, parce que en fait, dans les entretiens, les gens nous parlent de lieux d'eau, ces anciens lieux d'eau à valeur symbolique qui lient les hommes et l'eau, qui font l'objet de l'eau traditionnelle, et de regarder l'eau moderne, quelle forme ça prend. Et en fait, on peut construire un peu une symétrie entre les deux. Historiquement, l'eau traditionnelle, c'était les taraudières. Aujourd'hui, elle peut plutôt prendre l'organisation sociale, elle se faisait autour de ces taraudières, aujourd'hui, et autour des rivières. Aujourd'hui, elle se fait autour du réseau AEP, donc avec des systèmes, des correspondances. En fait, on avait des prises d'eau, des petits canaux qui amenaient l'eau jusqu'aux taraudières, dont on retrouve encore les traces aujourd'hui sur les photos aériennes. Je sais, c'est un peu petit, mais bon. Et aujourd'hui, on a des réseaux AEP avec des captages, des pistes d'accès au captage et puis des réservoirs. Aujourd'hui, les gens nous parlent d'anciens barrages, donc qui étaient bien identifiés dans le paysage, qui étaient les sources. Aujourd'hui, on a des captages donc complètement aménagés. Et dans plusieurs endroits, les gens nous expliquent qu'on a fait les captages à l'endroit où les vieux prenaient l'eau. On a également pu retrouver les traces des anciens bassins, des espèces d'endroits de bas-fond, en fait, où s'accumulait l'eau avant qu'ils soient emmenés par des canaux par gravité donc, dans les taraudières. Aujourd'hui, ces espèces de bassins, de réservoirs, en fait, c'est nos réservoirs, c'est les réservoirs AEP. Il y avait à l'époque des canaux, donc là, aujourd'hui, c'est très difficile de les voir dans le paysage, puisqu'en fait, ils sont complètement envahis par la végétation. C'était des canaux donc, qui amenaient l'eau jusqu'aux taraudières ou au plus près des populations ou dans des trous d'eau. Et puis aujourd'hui, cette eau, elle est encapsulée dans des tuyaux. Et parfois, ces tuyaux empruntent les chemins des anciens canaux. Et puis, on peut faire une dernière symétrie qui était une notion il y avait tout un ensemble de tabous qu'on retrouve parfois dans les contes, dans les traditions orales, autour de la gestion de l'eau, et qui aujourd'hui pourraient être mis en symétrie avec les périmètres de protection qui sont installés autour des captages. Donc, et on retrouve bien nos deux eaux dont je vous avais parlé, cette eau moderne et eau traditionnelle, qui à la fois, on le voit, vont se retrouver parfois dans le paysage, et parfois non. Elles ont quand même des caractéristiques qui sont vraiment différentes. L'eau traditionnelle, elle est hétérogène. L'eau moderne, elle est homogène. C'est l'eau H2O. Je vais changer un peu de côté. On a une définition qui est relationnelle. Je vais vous expliquer, qui est le fait d'assemblage de lieux, d'animaux, de références, de contes, d'histoires, de clans. Alors qu'on a une définition qui est une chose, qui est une substance. On a une caractérisation physico-chimique pour l'eau moderne, une caractérisation qui va être sociale, plutôt pour l'eau traditionnelle, un bien commun pour l'eau traditionnelle et potentiellement une eau qui peut être bien commun dans notre eau moderne, mais qui peut être aussi faire l'objet d'une marchandisation, selon les situations. Au final, qu'est-ce qui fait l'eau? Qu'est-ce qui fait les eaux? Qu'est-ce qui fait les eaux Kanak? Eh bien, les eaux Kanak, en résumé, elles sont faites d'assemblage et de liens à chaque fois. C'est pas quelque chose, c'est pas une substance universelle. Ça va être l'eau Kanak, ça va être des liens par association. On va associer l'eau à des anguilles, à des crevettes, et là, elle va être synonyme d'harmonie. Il va y avoir des liens par circulation, des circulations entre l'eau et les hommes, des trous d'eau, des canaux souterrains qui vont être empruntés par les mulets noirs et qui vont être le symbole utilisé dans les traditions orales, notamment dans les discours, pour expliquer pour faire référence à des connexions entre des groupes sociaux, entre des clans et entre des espaces, des territoires également. On a des liens par correspondance très très connus, celui de l'eau, le tarot, la femme, qui va être associé à une idée de fertilité et de vie.
et des liens par filiation et par rôle avec toutes des généalogies et certains clans qui historiquement avaient des responsabilités liées à l'eau et des savoirs et qui particuliers. Au final, les valeurs associées à l'eau, eh bien, elles sont déterminées par comment est-ce que l'eau va être insérée dans ces assemblages-là. Assemblage de terres, de clans, de personnes, d'événements. Là, je vous ai donné des illustrations qui étaient plutôt, on va dire, traditionnelles, mais les événements, ils ont pu être bouleversés, et ça peut être des événements même plus récents, de pollution minière, d'inondations brutales. Ça peut être donc des assemblages de cheminements, d'anquilles, d'animaux, de mulets, de pierres, potentiellement magiques, ou en tout cas qui font venir la pluie. Par exemple, si je pense au panier, au panier traditionnel dans lesquels il y avait tout un ensemble de savoirs et d'ancêtres associés à la pharmacopée, et également, a priori, aussi des savoirs associés à l'eau. En bref, le sacré, la notion de sacré sur l'eau, elle va naître de l'association entre l'eau, des liens, des lieux, des clans et des interdits. Et là, on va être du côté de l'eau sacrée. Au final, l'eau, elle est un miroir de la société. Et en fait, le fait de penser l'eau comme, justement, comme un assemblage de tous ces éléments-là, eh bien, ça nous permet d'avoir un autre regard sur nos fameuses tensions que j'ai annoncées en introduction. Quand les gens nous disent « c'est mon eau », peut être un petit peu déstabilisant, signifier une appartenance, ça peut être source de tension. Et en fait, c'est parce que justement, elle est assemblée, elle est associée à cette notion de foncier. Et puis parfois, elle est même associée à certains événements. Ça peut être celle d'avoir pu obtenir l'accès à des réseaux obtenus en compensation de certaines pollutions. Et c'est ça qui va faire que les gens vont exprimer ça en utilisant l'expression « c'est mon eau ». On va avoir également, souvent on nous parle de gaspillage, et en fait de penser les choses de manière globale, comme ça, du cycle hydro-social et de toutes ces relations. C'est gênant, fortement gênant pour tous les gestionnaires de l'eau, puisque oui, un robinet ouvert, eh ben, ça pose des problèmes pour remplir le réservoir, donc c'est vraiment très problématique. Ça pose des problèmes en termes de tarification. Mais pour les gens, eh bien, parfois, il peut y avoir une perception que c'est quasiment les mêmes réseaux, et l'exercice d'analogie que j'ai pu faire, eh ben, en fait, on va y avoir des symétries, des raccourcis qui sont faits entre les taraudières et les fameux réseaux d'eau potable. Et puis, ça pose plein de questions sur aujourd'hui la place des communes dans l'approvisionnement en eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux d'eau potable, eh bien, ils se sont substitués en partie à ces taraudières qui ont quasiment disparu, et aux rivières. Et du coup, on a une population il y a des gens qui nous ont dit à Poya, on a tourné le dos à la rivière vers les réseaux d'eau potable. Et donc ça, cette transformation, eh bien, c'est vraiment important à comprendre. Parce que quand on a un miroir de la société qui est de bonne qualité, qui n'est pas trop bouleversé, quand il n'y a pas eu trop de modifications, on a un miroir qui n'est pas trop distordu. Ça veut dire que quelque part, les positionnalités, c'est un gros terme, mais c'est-à-dire que les fonctions sont un peu respectées, eh bien, ça va fonctionner. On va avoir quelque chose qui va plutôt bien fonctionner, un miroir de bonne qualité. Ça marche dans certaines communes où parfois, on a encore les clans de l'eau qui vont être, par exemple, les fontainiers vont être issus du clan de l'eau. Et ça va faciliter les choses. Dans ces communes-là, souvent, il y aura peut-être un peu moins de problèmes pour répondre à des enjeux de tarification, pour faire certaines réparations, pour avoir accès à certains aménagements et infrastructures. Par contre, il y a plein d'endroits, on l'a vu, le miroir, il est complètement distordu, voire complètement cassé par l'histoire, qui a bouleversé, en fait, ces paysages hydrauliques, et qui a bouleversé ces fameux assemblages qui lient l'eau, les hommes, le foncier, les savoirs, les hiérarchies. Et quand on a affaire à un miroir qui est distordu, c'est là que potentiellement on peut avoir des difficultés et des tensions. Et ce qu'il faut voir, c'est que on ait un bon miroir ou un mauvais miroir, eh bien, en fait, toutes ces histoires, ces connaissances et ces associations, eh bien, elles vont constituer des ressources dans les argumentaires pour les gens quand ils vont rentrer en négociation avec
les communes, avec les services techniques de l'eau, avec le délégataire, celui qui s'occupe d'apporter l'eau potable, par exemple à Aquanor, la Calédonienne des eaux dans certaines communes. Quand ça va rentrer en interaction avec les administrations, avec les mineurs, quand on va organiser un forum de l'eau et qu'on va faire venir des gens, des coutumiers. Voilà. En fait, l'idée, c'était de vous montrer d'où ça vient, en fait, ces prises de parole. D'où est-ce qu'elles prennent leur source. Voilà. En résumé, quelques résultats vraiment qui sont importants à avoir en tête pour mieux comprendre ce qui se joue quand on essaie de construire une politique de l'eau qui respecte le bien-être de tous. Et dans ce projet, on a également eu un travail de comparaison avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et on a essayé d'aller voir comment est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer la prise en compte de cette autochtonie dans la gouvernance de l'eau. Et c'est un travail qu'a fait une étudiante, Adèle Baumier, en 2020. Elle est allée voir un peu ce qui se faisait partout dans le monde. Et le constat, c'est qu'on a souvent tendance à dire en Nouvelle-Calédonie, on n'avance jamais, on n'avance pas, on n'arrive pas à s'en sortir de nos problématiques. Et le constat, comparativement à ce qui se passe en Bolivie, à ce qui se passe même au Canada, en Australie, eh bien, les dynamiques qui sont à l'œuvre depuis, on va dire, une dizaine d'années, elles vont plutôt dans le bon sens. Et elle a proposé une réinterprétation des principes de l'OCDE. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est l'OCDE, donc c'est qui propose en fait ces grandes, lignes directrices pour essayer d'avoir une bonne gouvernance de l'eau. Et en fait, si on veut améliorer la prise en compte de l'autochtonie, il y a des choses qui se font déjà en Nouvelle-Calédonie sur l'acquisition et le partage de données, et c'est d'essayer quand le projet Goutte apporte ces informations-là, essayer de les mettre en partage avec une vision plus technique et classique en fait, et universelle de l'eau moderne, et d'essayer de mettre ces valeurs en face à face. On peut essayer d'aller chercher des pistes en termes de financement, peut-être des financements alternatifs quand on commence à essayer de réfléchir à la délégation, à comment prendre en compte, comment gérer cette eau sur terre coutumière, peut-être essayer de réfléchir à des dispositifs d'échange, de dons, et d'essayer de peut-être accompagner d'un point de vue juridique, mieux formaliser des règles de gestion des conflits et d'essayer de respecter les différents ordres juridiques, à la fois, on va dire, classiques et plus coutumiers. Et puis prendre en compte les peuples autochtones en tant qu'entité à part entière. Et ça, c'est déjà le cas, quelque part, quand le Sénat coutumier participe et contribue à la PEP. Voilà, et plein d'autres possibilités, de pistes, en tout cas de réflexion à discuter, que je ne vais pas détailler ici, parce que sinon je vais être beaucoup trop longue. Et donc, pour conclure, on a envie de pointer qu'il faut continuer d'essayer de comprendre ces continuités et ces ruptures, notamment pour essayer de réfléchir à comment mettre en place des référents eau sur terre coutumière. Peut-être que ça peut être assez facile dans les endroits où on peut encore identifier les maîtres de l'eau, mais il y a des endroits où ça va être compliqué, donc il va falloir rentrer dans une dynamique de négociation à chaque fois, les endroits où le miroir est cassé ou distordu. Et il faut continuer à composer avec ces différents savoirs scientifiques, techniques, mais également ces savoirs plus traditionnels. C'est là que la recherche peut apporter, à travers notamment une thèse que commence ma collègue qui est là dans la salle, donc Olga Petavi, qui va travailler sur comment les co-apprentissages et les différents types de savoirs sur qu'est-ce qui fait une bonne eau. Donc elle va aller à la rencontre de plein de gens dans les communes, notamment de Touo et de Thio, là, pendant 3 ans. Je voulais pointer également le travail qu'a fait une jeune étudiante calédonienne qui s'appelle Marie-Ève Boudna l'année dernière, qui a fait un travail sur l'eau dans une commune minière à Poum, et où en fait elle a vraiment eu cette approche-là de l'eau plurielle, de l'eau multifonctionnelle. Et en fait, elle a démontré comment est-ce que sur une mine à Poum, le mineur essaye de gérer l'eau, de l'encapsuler, de la contrôler pour éviter qu'elle ait des débordements et qu'elle fasse toutes ces pollutions. Et le constat, c'est qu'en fait, l'eau, elle déborde toujours. Et cette eau sociale plurielle, elle est résistante à cet exercice de l'enclavement, et qu'elle est source de nouvelles relations, à la fois conflictuelles, mais aussi parfois positives, entre la mine
et la population autour et la mairie. Et l'idée, c'est qu'elle puisse continuer, si on peut, qu'elle puisse continuer dans une thèse, parce que vraiment, elle peut apporter beaucoup de choses à cette réflexion. Et puis, il va falloir surtout adapter selon les territoires. Ce matin, j'étais à une conférence de Patrice Gaudin sur les savoirs thérapeutiques kanak, et le constat, c'est vraiment que malheureusement, on ne peut pas faire une généralité. À la fois, il y a un fond commun, sur toute la société kanak. Et il y a des choses qui se partagent aussi avec le reste de la société calédonienne, mais qu'il va falloir adapter selon les territoires. Ça, je comprends, c'est compliqué. Et puis, il va falloir innover sur tout ce qui est la question du droit de l'eau et du droit sur l'eau. Et à ce titre-là, dans le projet Goutte, il y a plein de choses, si le sujet vous intéresse, sur le site du Cressica, le site web du Cressica, cressica.nc, sur eau.nc. La DAVAR a mis en ligne une partie de nos résultats. Et puis, il y a un numéro spécial de la revue juridique et économique de la Nouvelle-Calédonie, où il y a 3 articles qui sont issus de ce projet, dont 2 qui sont sur les aspects juridiques avec une mise en perspective historique du droit de l'eau, qui peut vraiment intéresser aussi la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Et puis, merci aux gens des différentes communes, à tous les gens qu'on a pu rencontrer qui nous ont permis de faire ce beau travail collectif. Merci. Merci. Merci pour cet exposé. On va donc changer de PowerPoint. Vous l'avez évoqué dans votre exposé. Vous avez parlé de la place des communes dans la gestion de l'eau. C'est sans doute le thème que va aborder Pascal Sawa, le maire de Waialou, à qui je passe la parole. Ok. Donc bonsoir à tout le monde. Effectivement, Pascal Sawa, on est en place depuis 2014. Donc c'est notre 2e mandature. On a réussi à acquérir de l'expérience et on a vite diversifié notre action. La répartition des compétences, la répartition des secteurs, c'est que les communes assurent la distribution de l'eau potable, le gouvernement a la compétence eau et les provinces ont la compétence protection de l'environnement. Donc c'est entre ces 3 institutions qu'il faut réussir à faire matcher les choses. En parallèle, sur foncier de droit coutumier, c'est les coutumiers, c'est les propriétaires terriens qui font leurs propres lois, qui font leurs propres cadres. Donc la réglementation provinciale et de la Nouvelle-Calédonie, elle ne s'applique pas spécialement dans les réserves, dans les GDPL et dans les tribus. Donc ça pose effectivement un certain nombre de questions qui n'est pas insurmontable, mais en tous les cas, on fait en sorte d'aligner tout ça pour que ça avance et puis pour pouvoir d'une part distribuer de l'eau de qualité et puis pouvoir d'autre part protéger la ressource. Donc je vais vous présenter quelques exemples qu'on met en œuvre sur la commune de Waialou. On a décidé dès 2014-2015 de mettre en place une politique quand même assez ambitieuse sur la protection de l'eau, protection de l'environnement. On a eu de gros dégâts en 2016 suite à des glissements de terrain qui sont dus en partie différents phénomènes climatiques, mais qui sont dus aussi à l'impact que l'homme a sur son milieu. Donc ça nous a poussé à pousser plus haut la réflexion et puis à mettre en œuvre plus d'actions pour être plus résilient et puis pour réduire l'aléa glissement de terrain d'une part. Donc on a mis en place pas mal d'actions et on est toujours dans cette dynamique-là. Et l'idée pour nous, c'est qu'on est globalement dans une période de crise sanitaire, que les budgets se réduisent, mais qu'il y a des financements, il y a des possibilités par ailleurs. Donc comment nous, une petite commune de la province nord, de Brousse, on arrive à capter les financements pour mettre en place une action concrète sur le terrain au bénéfice des populations et de l'environnement. C'est un peu ça l'ingénierie qu'on a essayé de développer depuis un moment. On constate que ça fonctionne, on arrive à financer les projets, on n'a pas de dépenses, pas de dépenses extravagantes et on arrive à financer, cofinancer et même totalement financer des projets par l'intermédiaire de réponses à appel au projet, par l'intermédiaire de partenariats qu'on a avec les industriels et ça fonctionne
et un retour direct sur investissement auprès de la population et sur les services écosystémiques, hein, parce que c'est ça qu'on recherche. Donc voilà quelques exemples pour la reconquête de la biodiversité, pour la protection de la ressource et bien évidemment sur la gouvernance, parce qu'on se rend compte que, ok, on peut mettre en place des projets ambitieux, mais si la gouvernance elle n'est pas bien calée, si on n'arrive pas à se parler, si on ne se respecte pas, eh bien, c'est compliqué de porter des projets ambitieux, c'est compliqué de faire de la revégétalisation, c'est compliqué de mettre en défense, parce que les gens de l'endroit ou les gens qui ne sont pas de l'endroit, eh bien, ils circulent quand même, hein. Donc tout ça, c'est des choses qui prennent du temps, mais quand c'est bien calé, quand c'est bien posé, eh bien, ça dure et ça avance. Donc rapidement, une petite présentation du contexte, mais bon, tout le monde connaît le contexte, hein, des communes de brousse de la Nouvelle-Calédonie et des communes minières en particulier, hein, qui sont fortement impactées, qui sont fortement exposées aux réalités, hein, qu'est notre pays depuis 120 ans ou 130 ans. Les communes de Thio, de Wailou, de Kanala, de Kwawa, de Koumak ou de Yaté vivent là sur cette ambivalence permanente, hein, entre d'un côté on est des gens de l'endroit, on a des tertres, on a des lieux sacrés, et d'un autre côté il y a l'industrie, il y a le nickel, il faut faire travailler les gens, il faut participer à l'effort de développement économique du pays, il faut faire des concessions parce que c'est la crise, donc on fait quand même avancer le travail. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, ça crée de plus en plus de tensions, hein. On a vu qu'il y avait un gros épisode à Kwawa il y a quelques années de ça, il y a 2-3 ans de ça. On a vu que ça a créé des tensions dans le sud avec l'USUP. On voit que du côté de Poum, il y a des tensions. Chez nous, à Wailou, il y a beaucoup aussi de tensions. Et donc, comment on arrive, d'autre part, hein, à recréer du lien entre les industriels et entre les gens de l'endroit, les consommateurs, les utilisateurs de l'eau. Donc en plus de ça, il y a la réalité climatique avec le réchauffement de la planète, avec la pression des différents envahissants, cerfs, cochons, pinus, espèces envahissantes. Donc tout ça, ça met de la pression énorme sur les milieux et ça nous dépasse, hein. Les pinus, ça nous dépasse, les cerfs, ça nous dépasse, les cochons, ça nous dépasse. On essaye de mettre en œuvre des politiques publiques qui va vers la diminution des populations, mais on est forcé de constater que c'est compliqué, qu'il n'y a pas de prédateurs naturels, donc ça part souvent rapidement. Et ben, il y a le comportement aussi des gens, hein, avec les feux de brousse, avec les pollutions, qui ne facilitent pas la situation. Donc voilà, l'idée qu'on a portée depuis 2014, c'est qu'on a développé une ingénierie au niveau de la commune. On est assez offensif sur les différents appels à projets, parce que pour faire des choses au jour d'aujourd'hui, ok, il y a une grosse part de bénévolat, mais il faut aussi de l'argent pour payer les gens qui travaillent, il faut de l'argent pour acheter les plans, il faut de l'argent pour acheter les clôtures. Et on a fait une suite d'appels à projets. Donc on a été lauréat en 2015, je crois, d'un projet financé par l'Union européenne. Ensuite, on a été lauréat d'un second projet financé par l'État. En ce moment, on travaille avec la CPS dans le cadre du projet Reprise. Et on a déposé un projet dans le cadre de l'initiative Kiwa. L'initiative Kiwa, c'est un gros appel à projet. J'en parlerai à la fin. Et là, je vais juste vous présenter le projet Reprise, parce que c'est un projet qu'on vient de terminer. C'est un projet intéressant qui cadre bien l'ensemble des problématiques et puis qui montre où on veut aller. Donc le projet Reprise, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement pour l'avenir. Le programme d'investissement pour l'avenir, c'est un programme que l'État a lancé avec différents volets. Il y avait un volet sur le site pilote pour la reconquête de la biodiversité. On a déposé un dossier. Juste pour information, hein, il y avait 54 dossiers qui avaient été déposés au niveau national, donc France et Outre-mer. Il y avait 13 dossiers qui ont été retenus finalement. Et la commune de Wailou, c'est le seul dossier qui a été retenu pour les Outre-mer. Donc au niveau de nous, les Calédoniens, on a quand même, on peut développer une ingénierie, on peut aller chercher des cofinancements qui sont en France ou qui sont ailleurs, hein, à condition d'être volontaire, à condition de bien aligner les choses.
et à condition de défendre les dossiers. Donc, mine de rien, c'est quand même un dossier, un projet à 180 millions. C'est un projet qui est ambitieux et financé à hauteur de 100 millions par l'État. Donc, c'est bien d'avoir une subvention directe de 100 millions pour porter les projets sur une commune comme Wailu qui est... Ah, c'est pas l'île des Pins ou c'est pas... c'est pas Hawaï, quoi. Donc, sur ça, les objectifs, donc, c'était de structurer un partenariat innovant autour d'un programme d'action concerté, développer des connaissances et des outils et restaurer des écosystèmes. Donc, à partir de là, des objectifs clairs, et ça se traduit par plusieurs tâches. C'est toujours le même système. Donc, sur le premier lot, sur la gouvernance, il y avait animer des actions de concertation territoriale innovantes, assurer la sensibilisation, étudier la faisabilité d'un accord de conservation pérenne, conventionner les partenaires et assurer leur suivi administratif. Donc ça match avec le document de l'OCDE sur les 3 volets. Je n'ai jamais vu le document de l'OCDE, mais au final, on n'est pas très éloigné de ce qu'ils font dans des grandes institutions internationales. Ensuite, sur le deuxième lot, développement des connaissances, pareil, on rejoint ce que fait la collègue de l'IAC, préciser la localisation, les efforts de restauration, réaliser des tests de valorisation de viande de chasse et installer un dispositif de suivi de gain de la biodiversité. Ensuite, sur le lot numéro 3, restaurer les écosystèmes. Donc là, on rentre dans le concret, reboiser 40 hectares, au niveau des captages d'eau, mise en défend, etc., mise en défend de 20 hectares et réguler les espèces envahissantes sur 4000 hectares. Donc ça fait un ensemble, un calva cohérent pour une action concrète avec les 3 volets. Donc un volet développement des connaissances, parce que, ok, il faut actionner, mais il faut aussi se projeter, il faut capitaliser. Un volet action, on fait travailler les gens dans les tribus, dans les vallées, sur les bassins versants, et on met tout le monde autour de la table pour faire en sorte que, effectivement, les gens de l'endroit, les propriétaires de l'eau, les administrations, la province, le gouvernement, les opérateurs miniers soient associés au projet et puissent trouver des convergences pour faire avancer la situation. Donc ça, c'est pas très intéressant, c'était juste un élément de planning. Donc le projet, ça a été lancé en septembre 2017. On vient de le finir en fin d'année dernière. Il y a eu un avenant par rapport au retard qu'on a eu suite au confinement, etc. Mais le projet, en tous les cas, il est terminé. Et on a rempli la totalité des objectifs avec des succès plus ou moins forts dans certains volets, notamment la viande de chasse ou gros sujets, où on a essayé de travailler avec les gens de Touault qui avaient déjà avancé, mais c'est compliqué, il y a encore pas mal de freins, il faut qu'on continue à avancer, continue à investir pour au final trouver des solutions pour ce volet-là. Donc maintenant, la suite, vu qu'on a quand même bien calé les choses, qu'on a de l'expérience, c'est finaliser un plan d'action sur 3 objectifs simples, améliorer la gestion des bassins versants, appuyer un développement local et piloter, mettre en œuvre le suivi, évaluer des actions. Donc tout ça, ça se traduit comme je l'ai développé tout à l'heure, parce que maintenant que reprise, le mode projet, c'est des financements pendant un temps réparti. Donc là, c'était 3 ans, plus un avenant de quelques mois, on va dire 4 ans. Et la suite, maintenant, il faut qu'on continue dans la dynamique, il faut qu'on entretienne tout ce qu'on a planté. Ça nécessite pas mal d'actions. Donc on a continué, on oriente notre stratégie vers les 3 fameuses orientations stratégiques, 1, 2, 3, améliorer la gestion. Donc il y a une somme d'actions, ensuite appuyer le développement local, et après piloter et mettre en œuvre les actions de suivi. Donc tout ça c'est chiffré, tout ça nécessite des financements, et c'est dans ce cadre-là qu'on continue à chercher des financements, à trouver des partenariats, à travailler avec les institutions qui sont compétentes, parce qu'au final, nous, on actionne, on active, mais on n'a pas de dotation. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est les provinces et la Nouvelle-Calédonie qui perçoivent des dotations pour mettre en œuvre certaines actions. Nous, on perçoit 0 francs pour mettre en place ces actions-là, mais notamment on les porte, on les fait et on les réalise.
Donc le dernier slide, c'est juste voilà, la projection qu'on a, c'est que ces 3 objectifs spécifiques là, ils se concrétisent dans le projet qu'on vient de déposer. Projet Kiwa, donc là c'est un projet d'une envergure encore plus importante. On franchit les étapes et on a déposé un dossier. Le dossier il est en cours de traitement, d'analyse, et on verra si on est lauréat ou non. L'important, c'est pas spécialement d'être lauréat, l'important c'est d'exister, c'est de dire qu'il y a une dynamique localement, c'est de dire qu'on arrive à conceptualiser des choses, on arrive à les mettre en œuvre, parce que conceptualiser c'est une bonne chose, mais les mettre en œuvre c'est encore mieux. Et donc c'est comme ça qu'on avance, et puis c'est comme ça qu'on arrive à être crédible, avoir des financements, nous, une petite commune de la côte Est, et être au même rang que beaucoup d'acteurs. Donc voilà en gros la présentation. Hein. On fait beaucoup de partage, on informe les gens, on informe les autres communes, on informe les provinces. L'important c'est de se mettre en action, c'est de réussir à faire des petites choses. Si ça fonctionne, c'est bien. Si on peut faire plus, on fait plus. Mais l'important c'est de s'activer. Donc voilà le message. Merci à tout le monde pour votre attention. Merci. Merci bien. Alors on va entrer, si vous le voulez bien, un peu dans la deuxième partie de cette soirée. Vous allez pouvoir sans doute, à partir de ce qui a été dit, soit par Séverine Bois, soit par Pascal Sawa, avoir des réflexions, des commentaires et aussi des questions à leur poser. Donc vous allez pouvoir poser vos questions. Pour les personnes qui sont dans la salle, je signale que devant le micro, il y a le petit bouton droit pour allumer le micro, qu'il faut penser à éteindre une fois que vous avez posé votre question. Voilà, c'est bien. Et puis il y a aussi les gens qui nous suivent sur le Facebook Live et qui ont peut-être des questions. Certains en ont déjà posé. On les relaiera bien évidemment auprès des intervenants, mais peut-être qu'il y a-t-il une première intervention dans la salle, une première question ou des précisions par rapport aux exposés que vous avez entendus. Oui, allez-y, monsieur. Voilà. Merci, Olivier Tupaco. Je connais un petit peu l'histoire de la commune de Wailou et je veux féliciter tout ce que monsieur le maire arrive à faire. Et c'est vrai que quand on se balade en brousse, on voit la salle omnisport, on voit le centre de pompiers. Donc je pense que vos collègues maires du coin vont vous envier. Et félicitations, parce que quand on traîne un peu dans les services administratifs, et j'ai quelques collègues autour de la table, on sait l'effort et le temps que ça demande d'aller se battre avec ces dossiers, d'aller des réunions techniques et des réunions de coordination. Et vraiment chapeau, parce que vous le dites bien, vous n'avez pas de dotation directe. Et par contre, on sait qu'il y a des fonds dans d'autres collectivités, et ces collectivités-là, en général, elles attendent que les collectivités partenaires apportent des dossiers. Et donc je me dis peut-être c'est une aubaine pour la province et pour le gouvernement d'avoir des communes qui portent ces dossiers. Voilà. Très modestement, vraiment félicitations, parce que c'est beaucoup de travail. Pardon, pour Madame Boire, je voulais poser une question. J'ai vu que vous avez parlé de cette histoire d'effet miroir. C'est intéressant parce qu'on devine à travers vos enquêtes de terrain la complexité de la compréhension et du temps que vous avez dû mettre pour appréhender un peu ces espaces et la manière dont les gens interagissent. Et vous avez fait cette démarche-là, mais je me dis peut-être que les populations locales ont aussi peut-être des difficultés pour comprendre. On a toujours un peu des faits divers qui nous remontent entre les tensions sur l'eau, l'eau qui n'est pas entretenue. Vous avez parlé des tarifs que les gens n'acceptent pas de payer pour des raisons diverses et variées. Mais je me dis peut-être que c'est cette lecture de l'espace qui fait que les gens expriment un malaise à travers des revendications. Mais c'est simplement, peut-être, il y a la nécessité de verbaliser, de faire de la pédagogie et de poser des mots sur des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais essayer de poser des mots pour amener les gens à réfléchir sur leur propre situation, sur la lecture de leur propre environnement. Souvent, c'est cette incompréhension qu'on a vis-à-vis de ce qui s'est passé dans l'histoire, des déplacements de population, qui fait que quand on ne comprend pas, on dit non. On dit non tout simplement parce qu'on ne sait pas. Mais c'est simplement une manière peut-être d'exprimer le malaise. Et le travail social de ce que vous faites, je pense que c'est une manière d'apporter, ne serait-ce que des questions auprès des populations. Alors peut-être que à travers tout ce qu'on voit un peu dans le pays, ça va être une manière d'apporter de la sérénité, de la compréhension de la part des gens et peut-être des solutions dans tous les conflits et les tensions que l'on voit. Voilà.
c'est une réflexion et peut-être une question aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Séverine Boire, si vous voulez amener des compléments. Merci. Oui, c'est vraiment l'idée de ces travaux de recherche en sciences humaines et sociales, c'est un peu d'essayer de classer les choses, d'essayer de lever le voile sur justement des incompréhensions. Après, c'est vrai il y a eu des restitutions qui ont été faites donc sur les différents terrains. Au final, je me rends compte que la restitution sous cette forme, en fait, je la fais depuis une dizaine de jours. Et elle est beaucoup plus distanciée. Enfin, on monte en généralité le fait de classer les choses autour. L'eau, c'est un assemblage. L'eau, c'est pas que l'eau. C'est à chaque fois, ça devient l'eau dans sa pluralité quand elle est liée justement au clan, au foncier, à des animaux. Et c'est tout ça qui fait l'eau. Et en effet, peut-être qu'il y a un intérêt. Je me rends compte, ça fait faire la 3e fois que je fais cette présentation, et qu'il y a un intérêt à continuer en fait à la faire et peut-être à la refaire, peut-être même plus maintenant, même si on l'a déjà fait dans les communes, peut-être que ça vaudra le coup de le refaire, retourner à Yengen et de le présenter sous cette forme, parce que l'idée en présentant ça, et l'histoire du miroir, ça fonctionne super bien. Le miroir à la fois de bonne qualité et distordu, ça aide vraiment je pense que ça peut vraiment apaiser justement les échanges et les tensions qu'il peut y avoir entre certaines tribus et certaines communes, lorsque la tribu refuse de payer l'eau, par exemple, si on prend juste le cas de la tarification, ou parfois même bloque l'accès au fournisseur de services, qui est celui qui est chargé de l'entretien du captage ou du réseau. Donc il y a des endroits où c'est vraiment plus tendu qu'à d'autres endroits. Et l'objectif, c'est d'essayer d'apaiser les choses en disant les gens, ils viennent pas, quand ils disent c'est mon eau, ou vous n'avez pas le droit parce que c'est mon eau, vous n'avez pas le droit de venir parce que c'est mon eau, parce que c'est notre réseau. Eh bien, le fait de faire ce pas de côté et de regarder pourquoi les gens disent ça, parce qu'on a toute cette histoire. Et je pense que ça peut vraiment aider à se dire ok, maintenant on reconnaît il y a cette histoire, mais n'empêche qu'il faut quand même qu'on continue peut-être d'avancer, parce que l'accès à l'eau, à une eau de qualité qui soit traitée, saine, c'est un droit pour tous. Donc il faut peut-être qu'on arrive tous à travailler ensemble et de pas avoir ça, le fait que l'eau soit juste une responsabilité des coutumiers sur terre coutumière. Peut-être que c'est peut-être pas de juste leur renvoyer la compétence ou la balle, mais de se dire faut qu'on se mette tous autour de la table et que chacun trouve le moyen de participer à cette gestion de l'eau à sa manière, et tout en reconnaissant justement cette histoire. Donc en tout cas, on va essayer de diffuser cette image du miroir, parce que j'ai l'impression qu'elle fonctionne. En tout cas, je vois qu'elle marche quand je présente les choses quand on présente les choses de cette manière-là. J'ai l'impression que ça trouve un écho auprès du public, et que j'espère que ça va aider en tout cas ça va aider à améliorer la gestion et déminer peut-être certaines situations un peu conflictuelles. Et en tout cas, sur tous les terrains, à chaque fois, même quand il y avait des tensions, ce qui ressortait, c'était surtout qu'il fallait retourner discuter avec le clan foncier, le propriétaire du foncier, du captage. En fait, les gens voulaient surtout renouer le dialogue. En fait, la porte était rarement complètement fermée. Moi, c'est ça qui ressort aussi des entretiens et des terrains qu'on a pu faire. On va peut-être prendre une question maintenant d'une personne qui nous suit par Facebook, sur le Facebook Live, et qui nous envoie des questions. Vous avez félicité le maire de Wailou pour son engagement, parce que c'est un gros travail, vous disiez, M. Toupako, de lancer tout ça. Justement, la question, elle est aussi du partage de ces expériences. Est-ce que le projet reprise appliqué sur la commune de Wailou est étendu à d'autres communes? Et surtout, est-ce qu'il y a un partage d'expériences avec d'autres communes calédoniennes sur le travail que vous avez mené à Wailou? Il y avait un objectif de réplicabilité, donc on est toujours sans ça dans le principe. On n'a pas réussi à... On a fait du partage dans le cadre de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie, on a exposé le projet, j'ai présenté à plusieurs reprises, mais je n'ai pas réussi à trouver de communes où il y a une synergie identique
sur la protection de la ressource. Chaque commune, chaque maire ont des priorités différentes, on va dire ça comme ça. Il y en a qui sont plus dans le développement économique, il y en a qui sont plus dans la culture, il y en a qui sont plus dans le sport, il y en a qui sont plus dans l'aménagement. Nous, on a vite pris cette orientation par rapport aux catastrophes de 2016 d'une part, et puis par rapport à la demande de la population qui nous a dit qu'il fallait réagir par rapport à la raréfaction de la ressource. En tous les cas, c'est l'orientation qu'on a prise, mais c'est encore dans les... On est dedans, quoi. Donc on va faire un partage et puis on va réussir à faire des petites reprises. Enfin, si un maire vient vous voir, on lui donnerait les bons tuyaux, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations? Pour compléter là-dessus, Oui, peut-être qu'il y aurait peut-être des pistes en effet de partage d'expérience, parce qu'il y a eu des expériences, je crois, avec autour de l'IFAP sur du compagnonnage entre fontainiers pour faire partager un peu, pour partager en fait leur connaissance des réseaux et justement de comment la complexité, les spécificités des réseaux d'eau calédoniens, avec justement cette diversité de fonciers, les problématiques d'avoir des réseaux très longs, etc. Les enjeux sociaux autour de ces réseaux. Et peut-être qu'il faudrait imaginer une formation, une espèce de compagnonnage sur les maires et renforcer les compétences à capter les financements internationaux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je vais ressolliciter M. Sawa, parce que c'est une question pareille des personnes qui nous suivent sur Facebook et qui demandent comment sensibiliser la population à la problématique de la gestion de l'eau, et notamment pour éviter les abus de consommation. Nous, dans le cadre du projet Reprise, on a fait quelque chose d'assez innovant. On s'est dit que pour communiquer, pour sensibiliser, il fallait passer par les enfants. C'est l'axe qu'on a choisi. Donc on a été à la rencontre de Bernard Berger, qui était à la retraite, et on l'a motivé pour travailler avec nous sur une brousse en folie que j'ai pas là, dommage, j'aurais pu l'amener. On a fait une brousse en folie spéciale reprise sur Wailou. Ensuite, on a diffusé à tous les enfants de la commune et on a diffusé à toutes les écoles de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, on a réussi à trouver des financements pour faire ça. On s'est dit que c'était un des axes importants, c'est qu'il fallait sensibiliser les enfants d'abord. On a mis un effort important sur ça parce qu'on sait que les rapports qu'on produit, ça ne sert à pas grand monde à part à nous deux ou à 3 personnes, quoi. Et ça a été un axe. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres, sur le prix, sur la qualité, mais ça, c'est des trucs classiques, quoi. Oui, c'est vrai. Bon. Après, en termes d'outils, là, je ne voulais pas présenter, mais dans le projet Goutte, on a aussi... on en profite à la recherche, on essaye de former aussi des jeunes locaux. Donc, c'était une jeune, Kathleen Hameau, une fille originaire de Point-d'Imier, qui a en fait créé un jeu de rôle sur les usages de l'eau dans le contexte loyaltien, donc avec une lentille d'eau, elle est donc particulièrement vulnérable. Et en fait, c'est elle qui elle a été elle a suivi une petite formation chez mes collègues à l'UMRGO à Montpellier, et puis elle a développé l'outil. Et donc on a, avec un plateau de jeu, il y a des photos, enfin voilà, tout est disponible sur le site eau.nc. Et elle a pu faire jouer et faire découvrir, en tout cas discuter les usages de l'eau dans un contexte de lentilles d'eau, donc particulièrement vulnérable, avec près d'une centaine de personnes sur Marais. Et on a essayé de transférer l'outil, de multiplier et de former des jeunes aussi sur Marais. Donc voilà, on peut aussi imaginer ce type d'outil un petit peu et de l'adapter selon les bassins versants et les spécificités, les enjeux. Mais après, il y a plein d'autres types d'outils, mais celui-ci est particulièrement performant et séduisant. Oui, allez-y, je vous en prie. C'est bon, c'est rouge. Non, appuyez. Dès que c'est rouge, voilà, c'est parfait. Ouais, c'est bon. Oui, bonsoir. Louis-Charles Corvdir, je suis ancien chef du service de l'eau de la direction de l'environnement il y a longtemps. En 2011, il y avait eu une modification. À l'époque, le service de l'eau intervenait en appui aux communes pour les communes rurales de la province sud. Et c'est vrai que sur les aspects consommation, facturation d'eau, ce qui était très important comme élément, c'était la sensibilisation
auprès de la population au sens large. Alors il y a eu deux volets qu'on avait développés avec certaines communes. La commune de La Foix, il y avait une partie du réseau d'eau potable qui était en délégation de service public, mais d'autres réseaux, notamment les tribus de Houille-Point et de Coindé, qui n'étaient pas intégrés au périmètre à fermer, ce qui se comprend par rapport à l'incertitude qu'avait le gestionnaire du réseau d'eau potable d'avoir des recettes. Par contre, il y avait une convention entre le délégataire et la commune qui permettait d'avoir un appui technique auprès de la population des tribus. Et pour ces deux tribus, il y avait des référents eau qui étaient l'interface en fait entre le délégataire et puis la population, qui étaient formés pour assurer l'entretien courant des réseaux d'eau potable, que ce soit le nettoyage des captages, des réservoirs ou également la désinfection d'eau potable. Et ce qui était important aussi, comme autre axe de communication, de sensibilisation, c'était sur les aspects consommation et notamment l'impact des robinets qui pouvaient être laissés ouverts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, un réseau d'eau potable, il est dimensionné sur la base de la population de la tribu, avec une évolution selon les recensements et avec des projections, avec une consommation de pointe qui est de l'ordre de 2 mètres cubes par abonné. Or, un robinet qui reste ouvert, c'est 0,4 à 0,5 litres par seconde. Ça fait 18 aux alentours de 20 mètres cubes par journée. Ce qui veut dire 10 fois plus qu'un abonné normal. Donc, si vous concevez un réseau pour 100 abonnés et que vous avez 20 abonnés qui laissent leur robinet ouvert, le réseau doit couvrir une consommation équivalente à 300 abonnés. Et il ne tiendra pas. C'est-à-dire que les abonnés qui sont au point haut ne pourront pas être alimentés. Donc on expliquait ces problématiques techniques et il y avait des résultats quand même assez efficaces sur Houille-Point et Coindé, mais également dans d'autres communes. Ce que je veux surtout dire par là, c'est que c'est très important de faire une sensibilisation et d'expliquer quel est l'impact, par exemple, d'un robinet ouvert sur la distribution d'eau potable pour les autres habitants, notamment quand la personne qui laisse son robinet ouvert est en point bas, il n'y a pas de difficulté, elle a de l'eau, mais tous ceux qui sont sur des points hauts, s'il y a beaucoup de robinets ouverts en point bas, ils n'auront pas d'eau, et si on surdimensionne le réseau, la consommation des robinets ouverts va augmenter. Ceux qui sont en haut, il y en aura un peu moins qui n'auront pas d'eau, mais il y en aura encore d'autres, il y en restera encore qui n'auront pas d'eau. Ouais, comme quoi, il y a une explication, une pédagogie aussi sur l'utilisation de l'eau. Ça rejoint une question que pose quelqu'un sur Facebook, qui élargit un petit peu les choses, mais peut-être, Séverine Boire, vous pouvez nous donner des éclairages. Quelqu'un qui parle du réchauffement climatique et qui dit, est-ce qu'on a, avec le réchauffement climatique, une réelle idée du manque d'eau en Nouvelle-Calédonie dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a un risque de manque d'eau en Calédonie dans les années qui viennent? Ce qui ne veut pas dire, même s'il y a de l'eau dans les années qui viennent, qu'il faut la gaspiller, on est bien d'accord. Mais... Ça, c'est clair. Et qu'on a plutôt, en tout cas, je ne saurais absolument pas dire... j'ai aucune compétence en climatologie et sur l'effet du climat sur l'eau. Donc peut-être que j'ai des collègues dans la salle qui auraient une meilleure vision prospective de ce point de vue-là. Je regarde à droite. Oui, il semblerait qu'il y ait peut-être plus de réponses de ce point de vue-là. Monsieur Thureau. Oui, Bertrand Thureau, donc je suis chef de cabinet de Joseph Manoté qui s'occupe de la politique de l'eau partagée au gouvernement. Alors je ne suis pas non plus très calé en météorologie. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un projet qui est financé par l'AFD et l'IRD, le projet CLIPSA, qui va permettre d'avoir justement des données un peu plus fines sur les évolutions en termes de changement climatique et qui nous permettront d'adapter un peu mieux nos politiques par rapport à cette question. Alors ça ne se traduit pas forcément en manque d'eau, au contraire, ça peut quelquefois, le changement climatique peut générer une eau en très grande abondance avec des inondations. Les mois derniers. Voilà, avec des inondations. Et donc, en tous les cas, on a des outils qui devraient nous permettre, alors c'est d'ici 2-3 ans, qui devrait nous permettre d'avoir une vision plus claire et plus précise de l'impact du réchauffement climatique sur la Nouvelle-Calédonie. Il faut attendre un peu, Séverine Boire. Oui, puisqu'il me semble que pour l'instant, les modèles ne sont pas suffisamment précis parce que comme on est sur une île, a priori, ça pourrait varier beaucoup d'un bassin versant à un autre. Donc, il y a un besoin d'affiner tous ces modèles.
Je me souviens avoir vu, on parlait d'une conférence débat sur le feu, en tout cas, je crois que les résultats des climatologues, collègues climatologues, mathématiciens, modélisateurs, c'était assez alarmant en termes de température et de, comme on dit, la combustibilité de la végétation. En tout cas, à l'horizon de 50 ou 100 ans, ça pourrait être assez dramatique. Et dans ce projet CLIPSA, il y a des chercheurs qui ont participé au projet Goutte, donc il y a des gens très bien du côté des sciences humaines et sociales. Donc je suis sûre que ça apportera des résultats passionnants. D'autres interventions, questions? Oui, allez-y. Oui, François Dufourmentel, Calédonienne des Eaux. Est-ce que vous avez pu évaluer la différence d'approche au niveau du traitement de l'eau par le fait simplement que l'on ajoute un produit chimique dans l'eau et il arrive parfois que des populations de tribus s'opposent à cette technique et qui est nécessaire quand même pour la désinfection et la livraison d'eau potable à la population? Alors, pour l'instant, c'est ressorti de certaines enquêtes, pas forcément de manière très très présente, mais ça dépend des terrains. Mais en effet, on a déjà eu vent même de certaines, c'est très rare, mais peut-être des unités de traitement qui avaient été vandalisées parce que justement la chloration de l'eau pose un problème de goût. Et c'est justement pour ça qu'on a lancé cette thèse donc sur les enjeux de qu'est-ce qu'une bonne eau, et avec toute cette, donc, qu'est-ce qu'une bonne eau? Il y a cet enjeu de perception organoleptique et sans doute, voilà. Et on va essayer de voir aussi vraiment, voilà, dans quelle mesure est-ce que l'eau est consommée juste, et peut-être qu'il y a une certaine, en tout cas, un frein. En tout cas, il y a une eau qui n'est pas forcément appréciée du fait de ce traitement-là, et on va essayer de travailler là-dessus à travers la notion de qualité de l'eau et de qu'est-ce qu'une bonne eau, du point de vue des gens dans leur diversité. C'est vraiment l'objectif, en tout cas, avec la thèse d'Olga. On espère qu'on pourra éclairer ça parce que ça fait partie des... En fait, on avait commencé ce projet, Goutte, et la question de l'eau, on l'avait plutôt abordée sur la question de la quantité, c'est-à-dire les problématiques d'accès, voilà. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un enjeu autour de cet aspect-là, plus de la qualité et de la perception de qu'est-ce qu'une bonne eau. Donc, work in progress. Oui, madame, allez-y. Allez-y. Ah, vous aviez appuyé sur le micro, je croyais que vous vouliez parler. Mais c'est pas grave. Vous avez parlé de la quantité de l'eau. Est-ce que dans les communes, notamment, parce qu'il y a des sources diverses, est-ce que la qualité de l'eau, comment vous gérez la qualité de l'eau au sein d'une commune ? On a les systèmes de traitement classiques, hein, comme l'a dit le monsieur. On a des unités de traitement de l'eau et puis globalement, on capte l'eau, on le fait passer dans les unités de traitement, on stocke et puis après on distribue. Donc oui, c'est une réalité. Pour les communes excentrées, hein, ça pose quand même certains problèmes parce qu'on a quelquefois des unités qui dysfonctionnent, donc on est obligé de faire de bypasser, d'aller directement. Après, il faut faire l'information aux populations, il faut leur expliquer que pendant quelques heures, quelques jours, ça va se passer comme ça, de façon à ce que les gens prennent leurs dispositions. Globalement, ça se passe plutôt bien, il y a des systèmes qui sont bien éprouvés. Mais par contre, ça coûte cher, parce qu'on a beaucoup d'administrés, on a un très long réseau, et c'est difficile d'équilibrer les budgets, quoi. Oui, allez-y. Oui, en effet, il y a une spécificité, il ne faut pas oublier qu'en Nouvelle-Calédonie, les communes, elles font la taille d'un canton français la plupart du temps, avec une population bien moindre, particulièrement éparse. Donc, ça fait des réseaux AEP beaucoup plus longs et complexes à gérer. Donc, c'est des spécificités en termes de qualité. Je crois qu'il y a aussi des enjeux de vieillissement des réseaux. Donc, potentiellement, voilà, il y a plein de questions là-dessus. Et je vais en profiter. Donc, cette question sur la qualité, il y a eu d'autres projets de recherche qui ont été faits. Il y en a un notamment qui s'appelle Nickel Chrome, qui visait à mesurer les quantités de nickel et de chrome dans les captages et dans les eaux, et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on le retrouvait sur les individus.
Et donc ça, c'est des résultats de recherche qui ont été présentés là pendant les 2 derniers jours. Donc je crois qu'il y a, en tout cas, il y a un gros effort du point de vue de la communauté scientifique pour essayer de continuer à éclairer ces questions-là. Et puis qu'on a des spécificités, la Nouvelle-Calédonie avec son fond géochimique très particulier, qui fait qu'on a des métaux qui sont plus présents qu'en Europe, où on a des sols différents. Donc là, il y a vraiment, on sent une mobilisation du côté des services techniques, mais également aussi du côté des chercheurs pour essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à adapter tout ça et faire des normes qui soient aussi satisfaisantes d'un point de vue sanitaire et faisables d'un point de vue technique. Voilà. Donc, et tout ça, à chaque fois, ça retombe sur les maires. En tout cas, donc c'est pas forcément évident. Oui, allez-y. Pearl Winchester. Du coup, moi, je voulais faire un lien entre vos 2 présentations et poser une question à Monsieur le maire de Waialou, savoir si, du coup, vous aviez des référents hauts à Waialou pour les travaux là qui ont été faits, reprises, etc. Et il y aura une deuxième question après, c'est est-ce que vous avez fait déjà la somme du financement que vous avez réussi à récupérer avec tous ces super projets, enfin vraiment bravo, par rapport à finalement la mise que la mairie a mis au départ pour là où les personnes qui préparent les appels à projets, quoi, de juste faire ce ratio, quoi. Donc sur la première question, on n'a pas de référent eau en particulier, on a plus des référents environnement, tribu qui gèrent la partie protection de la ressource, mais qui gèrent aussi les actions sur l'abattage des pinus ou sur les actions de chasse. Et ensuite, sur la deuxième question concernant la mise de départ et puis ce qu'on a réussi à en retirer, c'est plutôt positif pour nous, hein. On a misé gros au départ, hein, parce que quand on a commencé le projet, par exemple, hein, dans le cadre du projet reprise, comme je l'ai dit, c'était 180 millions, donc une subvention de 100 millions, et puis nous, on devait apporter 80 millions. C'est quand même beaucoup, parce qu'on n'a pas de dotation, je le redis, on a 0 franc, donc c'est de l'argent qu'on prend par ailleurs pour investir dans les services écosystémiques. On a creusé, on a été chercher, on a négocié avec les opérateurs, qui eux aussi, dans le cadre de leur RSE, ont vu qu'il y avait des convergences qui matchaient. Et finalement, on a réussi à se faire financer le projet à hauteur de 99% peut-être, ou de 100%. Donc on a fait quand même une opération à 180 millions, on va dire gratis, quoi, mais voilà. Ouais. Pareil pour le projet avec l'Union européenne, ça a été financé à 100%. Mais voilà, il faut aligner les choses. Il faut dire aussi que les sociétés, ASLN par ailleurs, parce qu'on a travaillé sur le projet reprise directement avec Eramet et puis ensuite avec SLN. Ils sont aussi dans une démarche de RSE sincère. Donc ils sont conscients, hein, de ce qu'ils ont fait depuis 100 ans sur nos territoires. Et ils sont conscients aussi que pour continuer d'exploiter convenablement, et qu'il fallait qu'ils se mettent à l'heure de ce qui se passe globalement, mondialement, quoi. Donc au final, c'est quand même des bonnes opérations qu'on arrive à porter, c'est des bons cofinancements qu'on arrive à lever. Et ça ruisselle, hein, directement sur les gens, parce qu'on a réussi aussi à maximiser les choses, à optimiser les postes avec le travail de la mairie, des fontainiers, des secrétaires, de la gestion des ressources humaines. Et ce n'est pas de l'argent qu'on met dans la gestion du personnel, c'est plus de l'argent qu'on met dans le projet direct, dans les surfaces à reboiser, dans les munitions qu'on achète pour abattre les cerfs. C'est beaucoup d'actions qui au final portent ses fruits. Donc, mais bon, c'est positif. Une autre intervention? Sinon, moi j'ai bien une question encore, mais vous avez, au début de votre exposé, vous avez montré que les habitats étaient construits autour des points d'eau, en gros, et puis qu'après les choses avaient évolué dans le temps, etc. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez, et un maire, est-ce qu'il réfléchit à ces questions-là lorsqu'il y a des projets d'urbanisation nouveaux qui arrivent, de nouveaux quartiers, etc. Est-ce que la question de l'accès à l'eau
pèse dans le choix, la décision et les orientations qui seront prises, ou est-ce que finalement on sait qu'il y aura toujours un tuyau qu'on pourra tirer pour amener de l'eau là où il y en a besoin? En gros, est-ce que l'habitat peut aussi se réorganiser d'une certaine façon autour des points d'eau quand ils existent? C'est la trajectoire qu'on essaye de donner, mais on est quand même dans un contexte où le fruit des revendications, le fruit de la réforme foncière a positionné les clans, les familles dans des endroits fortement excentrés. Donc les jeunes, ils sont issus d'un endroit, d'un tertre, et ils veulent retourner. Donc concrètement, ils ne s'embêtent pas trop de savoir si la mairie va avoir les moyens de tirer l'eau, et puis ensuite si Enercal va venir mettre les poteaux électriques. Ils y vont, et puis ensuite c'est à nous de leur apporter les réseaux, quand c'est possible. Il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de personnes où on leur dit finalement on n'a pas les moyens. Finalement, vous avez fait un choix qui est respectable, mais donc on n'a pas les moyens. Il faut voir comment vous pouvez soit mettre une cuve, on vient vous alimenter, soit vous faites de la récupération, soit vous faites un petit captage privé. Mais effectivement, ça coûte extrêmement cher. Quand on peut, on y va, et puis quand on ne peut pas, on trouve des plans de substitution. Oui, c'est vraiment moi, ce que j'ai... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a pu observer aussi à Yengen. En tout cas, dans pas mal de communes, pour l'instant, l'enjeu, il est de retourner vivre. Enfin, voilà. En termes de priorité, le fil de l'histoire fait qu'on est plutôt sur... aujourd'hui, les gens se réinstallent là où ils veulent se réinstaller, et la contrainte approvisionnement en eau ou électricité est quelque part plutôt secondaire pour l'instant, en tout cas. Voilà. Oui, allez-y. Ça marche. Oui. Dans certaines communes de la province sud, alors, la démarche est un peu moins appliquée maintenant, mais il y a une dizaine d'années, lorsque les PUD étaient adoptés, alors, il n'y a pas de cadre réglementaire dans le cadre des PUD au niveau des tribus, mais il y avait quand même des échanges à l'occasion de la réalisation des PUD avec les autorités coutumières, les représentants des tribus, pour expliquer les contraintes que ça allait imposer aux municipalités si les habitations s'installaient un petit peu n'importe où. Ça permettait, entre guillemets, de limiter les impacts budgétaires, de limiter la casse. Mais c'est pareil, c'était une démarche de communication, d'explication sur les conséquences financières et l'incapacité avec laquelle se retrouveraient les communes et d'autres opérateurs comme Enercal ou l'OPT pour développer les réseaux dans les points extrêmes, notamment ceux qui étaient en altitude, puisque là, il faut à ce moment-là du pompage. Et il faut savoir aussi qu'un réseau, le coût d'un kilomètre de réseau, c'est 15 à 20 ou 25 millions selon la section, selon les difficultés de terrain. Donc ça va tout de suite très vite, notamment pour les budgets des petites communes rurales. Je vais insister sur le fait qu'effectivement, quand on explique aux gens, ils captent vite la situation et ils savent que c'est pas facile quand même de vivre sans eau, de vivre sans électricité, d'élever les enfants dans des endroits qui sont certes peut-être beaux, ou certes culturellement, mais quand tu n'as pas d'eau, quand tu n'as pas d'électricité, quand tu es loin de collecte des ordures ménagères, quand tu n'as pas de transport scolaire pour tes enfants, c'est Robin des Bois toute ta vie, quoi. Donc les gens, ils ont envie d'évoluer aussi. Une formule qu'on développait aussi auprès des habitants, c'est de dire que l'électricité, à la limite, on peut la fabriquer avec un groupe électrogène, mais l'eau, on ne peut pas la fabriquer. Alors, à la limite, sur le littoral, on peut utiliser des osmoseurs, mais quand on est dans un milieu en hauteur et s'il n'y a pas de ressources superficielles autour, l'eau, on ne la fabriquera pas. Donc c'est très compliqué. Oui, pardon. Moi, j'avais une question encore pour Monsieur le maire. Je sais que ça fait peut-être 2016-2022, on n'a peut-être pas assez de recul, mais savoir si vous voyez déjà des impacts positifs sur le feu par rapport à toutes les opérations qui ont été faites. Après, cette année, c'est particulier, vu qu'il a plu, il n'y a pas eu de feu, mais... On a
On a eu 2 années quand même 2-3 années assez pluvieuses. Hein. Donc non, on n'a pas réussi à mesurer encore l'impact des actions sur les superficies brûlées. On a eu durant la grande période de sèche, là, c'était 2014-2017 je crois, on a eu des records, et puis après depuis ça s'est fortement calmé là. Mais là pareil, quoi, il faut qu'on reste vigilant, mais on n'a pas mesuré l'incidence de nos actions sur les superficies brûlées. Vous en avez parlé peut-être. Est-ce que vous voulez parler, madame? Non, parce que vous avez allumé votre micro. Mais j'allume. Mais si vous voulez parler, il n'y a pas de problème. Voilà, non. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais un peu rapidement, la question du coût de l'eau pour l'usager. Est-ce qu'il y a encore, vous sentez des réticences? Parce que l'eau est un bien de consommation courante, j'allais dire vital presque. Est-ce que vous sentez encore, chez certaines populations, une difficulté à se dire il va falloir qu'on paye l'eau et il va y avoir une note qui va arriver tous les mois? Séverine Boire. Monsieur le maire réfléchit. Non, mais en tout cas, non, mais il y a toujours des réticences à payer l'eau. Et en fait, les raisons à invoquer sont multiples et parfois c'est aussi un manque de communication justement entre l'endroit et en tout cas entre soit le clan, soit la tribu, qui va être à proximité immédiate du captage et avec qui au final il y a eu un accord par le passé. On revient sur cette notion d'histoire, de modification, d'accords qui ont été peut-être oraux à un moment en disant ben voilà, voilà, il y a une coutume ou quelque chose qui a été un accord qui a été conclu, et puis après une tarification qui a évolué et qui n'a pas fait l'objet d'un nouvel accord, et du coup qui va être utilisé, enfin cette rupture de lien va être utilisée comme argument pour dire ben non, en fait on va plus payer, et puis de toute façon c'est quand même le captage qui est à côté de chez nous, et voilà, voilà, et après, avec plein de couches, enfin, souvent, on a la tarification de l'eau, ça va être peut-être le phénomène voyant d'un ensemble de tensions ou de conflits ou de ruptures dans ces accords, malheureusement. Donc là, il n'y a que la médiation, voilà, qui va permettre, en tout cas, peut-être de réenclencher la possibilité que les gens payent et acceptent de payer leur facture d'eau. Après, il y a aussi, je pense qu'aux îles Loyauté, il y a eu aussi des démarches très pédagogiques qui ont été enclenchées avec des factures d'abord qui étaient, comment dire, on appelle ça des factures blancs. À titre indicatif, quoi. Voilà, voilà, à titre indicatif, donc d'un point de vue pédagogique, qui ont quand même a priori fonctionné en partie. Mais là, je pense que les délégataires peuvent, enfin voilà, la Calédonienne des eaux peut expliquer aussi son expérience là-dessus. Oui, la principale objection au non-paiement des factures d'eau, c'est la qualité la plupart du temps. C'est la qualité pendant les événements pluvieux. Le problème, c'est que les événements pluvieux qui modifient la qualité de l'eau, c'est 10% de l'année seulement. Et les infrastructures qui permettraient de résoudre ce problème sont onéreuses. Et les employer que 10% du temps, c'est quelque part une grande somme à dépenser. Bon, pas pour rien, mais quand même. Voilà. La réponse plus localisée, monsieur le maire? Non, ça va, c'est la même chose. Oui. C'est bon. Oui. Donc toujours dans le même esprit, on essayait d'expliquer, nous, dans les communes rurales de la province sud. C'est un des éléments de la réponse, hein, c'est pas ça répond pas à toutes les problématiques. C'est que ce qui était facturé, c'était non pas l'eau, mais le service, c'est-à-dire les infrastructures, les tuyaux, les installations de traitement, les captages, les réservoirs, etc. Et puis après, alors c'est pas obligatoirement un argument, mais matériellement, en règle générale, les factures d'eau sont très largement inférieures aux factures d'électricité. Donc par rapport à l'argumentation qui était parfois on n'a pas la capacité de payer, on expliquait que si l'habitant pouvait payer l'électricité, il n'y avait pas, disons, de difficulté matérielle objective
à ce qu'ils puissent payer l'eau. Après, il y a d'autres problématiques, hein, c'est mon eau, etc. Mais cet argument-là, on arrivait à fournir des explications qui permettaient de faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, cet argument-là n'était plus évoqué. Oui, allez-y, Monsieur Thureau. Oui, je voulais apporter un petit complément. Alors, c'est compliqué l'eau parce qu'il y a des partages de compétences qui sont toujours très complexes, comme toujours en Nouvelle-Calédonie. Et puis, on a vu tout à l'heure que l'eau sur terre coutumière sort complètement du champ de l'eau publique, enfin, en tous les cas, du domaine public fluvial. Et donc, c'est la loi organique qui prévoit ça. L'eau, domaine public fluvial, c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie, c'est la ressource de la Nouvelle-Calédonie, et c'est la Nouvelle-Calédonie qui est chargée de gérer cette eau. Et donc, je ne parle pas du tout là des problématiques qu'on a évoquées, qui sont liées à l'eau potable. Ça, c'est une compétence qui relève des communes, hein. Mais en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre de la PEP, on est en train de travailler sur un projet de loi de pays sur justement la gestion du domaine public. Alors, on ne l'a pas appelé fluvial, on a appelé le domaine public de l'eau et de la protection de la ressource. Et dans ce cadre-là, puisqu'on est dans du domaine, eh bien, il y a évidemment la question d'une redevance qui va se poser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez du domaine public et que vous voulez utiliser le domaine public, par exemple prélever de l'eau dans une rivière, eh bien, le principe, c'est qu'il faut payer une redevance. Et donc, il y a une réflexion qui va être engagée sur le sujet pour voir à quel niveau on va mettre cette redevance, mais on va changer complètement de paradigme. Aujourd'hui, l'eau des rivières, elle est gratuite. Tout le monde peut l'utiliser comme il veut, il peut prendre la quantité qu'il veut. Alors, il y a des régimes d'autorisation, hein, bien sûr, mais demain, elle sera payante. Alors, il faudra trouver le bon endroit pour mettre le curseur pour que ce soit acceptable socialement. Mais c'est aussi un élément, le fait de faire payer l'eau de la rivière, c'est aussi un élément pour inciter à moins la consommer, puisque à partir du moment où on la paye, évidemment, les gens sont incités à consommer moins. Et ça va concerner aussi évidemment le monde agricole. Alors évidemment, ça va concerner le monde agricole et tout un tas de professionnels. Parce que bien sûr, là, on parle éventuellement de particuliers qui pourraient avoir intérêt à prélever l'eau dans la rivière, mais il y a toutes les activités économiques qui fonctionnent sur la base d'un prélèvement d'eau. Et vous voyez que c'est un sujet qui va certainement susciter beaucoup de discussions. On peut le dire comme ça, oui. Et les mineurs aussi, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Oui, allez-y. Moi, du coup, c'est une question pour Séverine. Je me demandais si dans les entretiens, là, globalement, les gens étaient conscients que... Parce qu'on disait en introduction que les périmètres de protection des eaux sont dégradés. Est-ce que les gens font la relation entre l'état de la forêt et l'état de l'eau, ou très peu Je pense qu'ils le font peut-être partiellement, et surtout ça dépend des endroits et des... C'est compliqué de répondre à cette question, enfin voilà, de manière homogène. Je pense que ça dépend vraiment des endroits, mais par contre, je pense que les gens font quand même une connexion entre une certaine qualité de l'eau, une certaine eau, enfin voilà, une belle eau ou une bonne eau, avec un environnement de qualité aussi. Après, peut-être que cette qualité de l'environnement, est-ce qu'elle correspond à celle qui est vraiment nécessaire par rapport à un approvisionnement en eau régulier? Enfin voilà, il y a peut-être aussi des évolutions des milieux naturels rapides là qui sont jouées sur les 40 dernières années. L'impact des cerfs, est-ce que ça, je ne saurais pas répondre, savoir si les gens perçoivent ça. Mais je pense que oui, quand même, une bonne partie le font. Mais je pense que ça dépend vraiment aussi des endroits. Et plus ce fameux miroir distordu, plus il va être distordu et plus cette relation et ces assemblages de gens, d'animaux, de relations à la nature, de clans, de savoirs qui se sont perdus, et moins il y aura cette vision du système et du système sain, peut-être. Voilà.
Oui, simplement pour aller dans le même sens, il y a eu effectivement des démarches menées notamment par le WWF sur la commune de Poya pour sensibiliser les tribus et mettre en œuvre des programmes de revégétalisation, et le WWF a bien expliqué le lien entre la couverture végétale et la qualité de la ressource en eau superficielle, et ce qui a permis d'avoir une action importante de la population de la tribu sur ce programme de revégétalisation. Ils se sont investis et les résultats sont là. Et je pense qu'il y a d'autres tribus où ça a été mené, mais il faudrait plutôt se rapprocher du WWF pour ces éléments-là. On a presque fait le tour de la question, apparemment. Je ne sais pas si... voilà. C'est le moment, hein, parce qu'après... Moi, j'en avais une, c'est pour Pascal Sawa. Tu disais pour la valorisation de la viande de chasse, il y avait encore des freins. Alors, j'avoue que je suis curieuse qu'on essaie de trouver des solutions là-dessus, parce que je me dis quand même qu'on a d'un côté nos bassins versants qui sont dégradés par justement ces cerfs-là et ces cochons, et d'un autre, si on réussissait à les dézinguer, en fait, tout le monde est gagnant dans cette histoire. On pourrait trouver des solutions gagnant-gagnant. Donc, je voulais juste savoir quels étaient les freins qui existaient encore, pour voir comment nous aussi on peut appuyer de notre côté là-dessus. On entame un deuxième rendez-vous du Congrès, là, parce que c'est une question importante. Ouais, ça, c'est une question, ça, c'est une sacrée question intéressante. Ouais, t'as bien fait. De ce qu'on a compris, il y a eu plusieurs expériences de valorisation de la viande de chasse, notamment une expérience sur Touo, là. Donc on a été à leur rencontre, on a nous-mêmes fait la chasse et essayé de mettre en réseau tout ça. Il semblerait que ce ne soit pas une question sanitaire, hein, parce qu'il y a pas mal de pays qui font du commerce de viande de chasse et qui ça se passe plutôt bien. C'est plutôt on va dire une question d'ordre social et une question d'ordre économique. Donc il y a un système effectivement en place. C'est compliqué de venir le taquiner, de venir proposer un nouveau produit. Ça demande de la discussion, ça demande que chacun fasse des concessions. Et ensuite, ça devrait pouvoir se faire, hein, parce que sanitairement, il y a toujours des problèmes qu'on sait contrer, qu'on sait parer, parce que la Nouvelle-Zélande le fait, parce qu'on le fait en France, il y a beaucoup de pays qui font ça très, très bien. Mais il y a quand même une réalité, hein, par rapport à l'élevage, par rapport à d'autres productions qu'il faut lever. En gros, ça pourrait déséquilibrer d'autres filières, quoi. Parce qu'après, effectivement, si on ne mettait pas forcément une filière à l'échelle NC, mais si on mettait des filières locales, je ne sais pas si vous avez essayé du coup à Wailou de mettre en place des filières locales, localisées ou pas, et si ça marcherait ou pas. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour mener l'expérimentation, il nous fallait une autorisation de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est une autorisation dérogatoire, hein, qui allait pendant le temps de l'expérimentation. Et l'idée, c'était qu'on chasse sur Wailou et qu'on commercialise que sur Wailou, pour pas déstructurer ou pour pas trop tamponner les autres zones de commercialisation et de production. Et ça a été accepté à titre dérogatoire le temps de l'expérience. Ça a fonctionné moyennement parce que sur Wailou, l'idée c'était de voir aussi la viabilité économique du programme. Sur Wailou, les gens ils vont à la chasse, donc ils ont accès aux produits. Pas spécialement d'intérêt d'acheter de la viande de cerf quand on a déjà plein dans le congélateur, quoi. C'est comme les ignames ou c'est comme les tarots, quoi. Donc voilà un peu l'idée, quoi. Oui, Séverine Boire. En fait, par rapport je voulais juste porter à votre connaissance qu'on on avait fait donc la grande enquête agriculture en tribu en 2010-2011 où on voyait le poids notamment de la chasse, cerf et cochon. Et on a essayé de la mettre à jour sur la zone de VKPP. Et on est retourné voir les familles qu'on avait rencontrées en 2010. Et un des constats, donc c'est aussi lié au vieillissement de la population, mais c'est qu'on a eu une forte chute des quantités de viande qui étaient chassées. Alors je parle que pour VKPB, puisque c'est le seul endroit où on a pu mettre à jour.
Mais quand j'ai présenté ces résultats, notamment donc, à des élus, et en fait, il y a eu une grosse inquiétude sur si la pression de chasse elle diminue véritablement à grande échelle, ça peut vraiment être un problème, une problématique aussi environnementale. Et donc je pense qu'il y a un enjeu à essayer de peut-être mettre à jour cette grande enquête, ce serait bien, mais et même de se poser la question, si l'ISEE a montré dans le recensement général de la population qu'il y a moins de gens en tribu, potentiellement on peut faire assez rapidement l'hypothèse que la pression de chasse a peut-être baissé et que c'est plutôt une activité qui est menée par les jeunes hommes de moins de 40 ans. Donc voilà, d'un point de vue démographique, je pense qu'il y a des choses à creuser et des leviers à actionner pour revaloriser cette activité. Voilà, parce qu'elle est précieuse pour les bassins versants aussi, bien au-delà de juste un apport carné. C'est sûr. Juste en complément aussi, on avait réfléchi, on s'était projeté un peu pour essayer de développer la chasse avec les drones, parce qu'on sait que ça se fait aux États-Unis. On a regardé, on voulait discuter avec le gouvernement d'une part et avec l'État, parce que ça relève de compétences de l'État, et de voir aussi pour la chasse avec les hélicoptères. Donc on voulait envoyer un gars en Australie, parce que c'est en Australie que les Calédoniens se forment. Donc, il n'y en a pas de Calédoniens. S'il y en a, il y en a un ou deux que la province sud voulait envoyer, finalement ils n'ont pas. Mais voilà, on voulait intégrer la filière pour former un gars de Wailou. Et puis ensuite on est parti en confinement, donc on a un peu abandonné. Mais il y a des process qui seraient intéressants de développer. C'est pas dans notre culture, parce que nous on est plus à cheval et avec le fusil, mais en tous les cas, pour avoir une action efficace, il faut diversifier les moyens, quoi, parce qu'on voit quand on fait des battues sur des zones de Guaro ou sur des zones claires, ça va, mais sur des zones accidentées comme sur la côte est, c'est la misère, quoi. Oui, sachant qu'après, si c'est dégarni, si la forêt est plutôt dégarnie, ça va, mais dès qu'il y a un peu trop de forêt, c'est un peu compliqué, même avec l'hélicoptère. Oui, ok. Non, parce qu'après, c'est vrai que je me dis quand même que si on réussissait à avoir les chasseurs qui restent chez eux, on éviterait aussi cet exode de gens. Enfin, ça pourrait être vraiment gagnant à tous les étages, quoi, de réussir à travailler ça. Comment passer de l'eau à la chasse? Écoutez, s'il n'y a plus d'intervention, on va peut-être remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés, notamment sur Facebook. Alors, il y a une dernière question qui est arrivée, mais je pense que elle demandait, cette personne, si les stations de lavage qui existent, où est-ce qu'elles prennent leur eau, en gros. Mais on imagine que c'est sur les réseaux déjà existants. Voilà, c'est vrai que ça consomme beaucoup d'eau. On va... Comment? Certaines sont équipées d'un système de recyclage, oui, pour que... Monsieur Dufourmentel, vous n'êtes pas complètement sûr. Voilà, bon. À creuser, on va dire. Écoutez, merci à tous de votre participation, que ce soit sur le Facebook Live ou vous qui étiez là. Et puis je crois qu'on peut remercier vraiment nos deux intervenants sur la problématique abordée ce soir. Merci beaucoup.